Mitterrand, le portrait d'une femme engagée pour la liberté. Vous l'avez découverte ou peut-être redécouverte. Elle a marqué les esprits en France, peut-être plus encore d'ailleurs dans certaines régions du monde, à l'étranger, comme le Kurdistan. Si elle n'est pas la seule épouse de président à avoir joué un rôle politique, elle reste peut-être celle qu'il a exercé avec le plus d'indépendance. Comment celles qui lui ont succédé, celles qui l'ont précédé aussi, ont exercé ce pouvoir d'ailleurs? Est-ce qu'elles ont réellement un pouvoir? De quel type de pouvoir s'agit-il? Eh bien, on va en parler maintenant avec nos invités. Je commence par vous, Fabrice Guignot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef chez Marie-Claire, notre partenaire aujourd'hui, également romancier. Bonjour à vous, Nathalie Chuc. Vous êtes journaliste au Parisien et auteur avec Afda Jamshidi de Madame la Présidente. C'est une enquête sur Brigitte Macron. Bonjour à vous, Philippe Gouliot. Bonjour. Vous avez été le correspondant à l'Élysée de l'agence France Presse, puis du Figaro. Vous avez ensuite dirigé le service politique du Figaro et vous venez de publier un ouvrage passionnant avec Caroline Pigozzi sur les photos insolites des présidents de la Ve République. Bonjour à vous, Joëlle Chevet. Bonjour. Vous êtes historienne et vous êtes également journaliste pour le magazine Historia. Alors d'abord, peut-être une réaction sur ce qu'on vient de voir. Danielle Mitterrand, Philippe Gouliot, qu'est-ce qu'elle a inventé? En quoi est-ce qu'elle a innové dans ce rôle de première dame? Alors d'abord, ce qui frappe, et on le voit bien dans ce film, c'est que c'était une militante. C'était vraiment une femme de gauche, et probablement beaucoup plus que son mari, auquel elle apportait cette caution de femme de gauche. Elle était issue d'une famille qui s'était illustrée dans la résistance. Son frère, Roger Gouze, toute la famille, était très marquée à gauche. François Mitterrand venait quand même de la droite. Donc là, la première dame joue un rôle de complémentarité. Elle joue un rôle de complémentarité, comme d'ailleurs, on le dira certainement, beaucoup d'autres l'ont joué depuis et probablement avant. Et puis, c'est vrai qu'elle était assez indépendante, elle avait des passions, elle s'était entichée. Moi, je ne partage pas toujours le portrait d'elle qui est fait en sainte laïque, mais elle était quand même très libre, très indépendante. Et parfois, on le voit dans le film d'ailleurs, ça a causé des difficultés à la diplomatie française. Ouais, elle n'était pas raccord. Effectivement. Joëlle Chevet, une femme passionnée d'abord, Danielle Mitterrand. Oui, passionnée, comme vous l'avez dit, ne serait-ce que par ses origines militantes, par son milieu familial, où on est très laïque, franc-maçon. Donc, une enfant, comme elle disait, qui n'était pas élevée dans l'Église, hein, sans Dieu. Donc, elle a ses convictions très, très profondes. Alors, maintenant qu'elle ait pu les mettre au service de la République, là, c'est quand même plus étonnant. Parce qu'elle ne rentrait pas dans le moule. Hein, ah, pas du tout. De la première dame, de l'idée qu'on fait. Elle est très atypique par rapport à toutes celles qu'on peut voir avant et après. Alors, il se trouve qu'on vit à une époque qui est quand même différente de celle d'aujourd'hui. Une première dame, aujourd'hui, ne pourrait absolument pas exprimer ses opinions politiques comme a pu le faire Danielle Mitterrand. Alors c'est vrai qu'il y a une complémentarité avec son mari, elle est plus à gauche que lui, mais je pense qu'il y a aussi un pacte entre deux qui relève du domaine privé, qui n'est pas seulement politique. En effet, elle fait ce que le président ne peut pas faire, mais il y a aussi entre eux, je dirais, un contrat qui va lui permettre d'avoir une parole plus libre. Fabrice Guignot. Je dirais qu'il y a parfois même, je vais oser ce mot, une relation qui donne cette apparence de schizophrénique un petit peu, parce que je trouve que le documentaire le montre, quoi. Ils sont extrêmement opposés, ils étaient parfois extrêmement opposés au point où on se demande comment ça pouvait fonctionner avec justement le rouage de l'État et les ministres qui pouvaient de temps en temps avaler difficilement leur potion, parce que c'était pas évident, je trouve. Il y a quelque chose. Il y a cet aspect de diplomatie parallèle que vous soulignez, Philippe Gouliot. Oui, qui est intéressante, parce qu'évidemment, ça permettait à François Mitterrand d'être à la fois pour Castro et à la fois pas pour Castro, de rassurer la Turquie par moment, et puis d'envoyer des signaux très positifs aux Kurdes. Enfin, c'était très... Et en même temps... Et en même temps, c'est peut-être né là. Voilà. Tiens, on va d'ailleurs regarder tout de suite un tout petit extrait du documentaire, parce que ça rejoint cette complémentarité. C'est Gilbert Mitterrand qui parle de ses parents. On va réécouter ça. Il en parle très bien. Danielle Mitterrand, en poursuivant ses objectifs, doit composer en permanence avec la réelle politique exercée par son mari. François expliquant à Danielle, tu as raison, il faut trouver une solution. Parce que tu as raison, c'est clair qu'il faut lutter contre cette situation. Carte blanche, vas-y, ouvre.
fait le chasse-neige devant, vous voyez. Alors, elle nous faisait l'idéal et François Mitterrand, lui, il essayait de créer les conditions du réel derrière. L'idéal, le réel. C'est une femme politique, Danielle Mitterrand, Nathalie Fuchs. Elle pouvait aussi mettre son mari un peu dans la difficulté, y compris sur le plan antérieur. Un proche d'Emmanuel Macron m'a raconté une anecdote assez savoureuse qui reflète bien les idées très à gauche de Danielle Mitterrand. Un jour, Danielle Mitterrand va visiter, avec ce fameux proche d'Emmanuel Macron, un centre pour toxicomanes. Et dans la voiture, sur le chemin, elle lui dit « Mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas publiquement qu'au fond, il faut légaliser la drogue? Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas ?» Et le conseiller m'a dit « J'ai été catastrophé tout le long, je me suis dit, si elle dit ça publiquement, c'est une cata. » Le réel, l'idéal, je repose la question, est-ce que, parce qu'on le voit, elle fait de la politique, Danielle Mitterrand, Oui. c'est une femme politique à part entière? À part entière, non, parce qu'elle a quand même jamais vraiment participé à toutes les querelles internes au PS. Elle n'a pas été candidate. La première à avoir été élue, ça a été, on le sait peu, mais Anne-Émone Giscard d'Estaing, qui était conseillère municipale à Auton, c'est ça? Tout à fait. Et, mais celle qui a fait une véritable carrière électorale, ça a été Bernadette Chirac. Donc elle n'a pas fait ça, mais elle était une sorte de caution pour la gauche. Fabrice Guignot. Je la trouve par moments pas très charitable à l'égard de celles qui l'ont précédée à ce poste, ou celles qui ont... en disant qu'elle ne serait pas une première dame potiche, ça m'a marqué, ou peut-être dans des choses que j'ai lues, c'est peut-être plus dans le documentaire, je ne sais pas, parce que c'est un peu exagéré. Je pense que même Madame Pompidou, il y a eu des femmes qui ont choisi, des premières dames qui ont choisi la discrétion, mais qui ont agi sur plein de domaines. Je voudrais juste... Bon, oui, allez-y. Oui, je ne suis pas sûre qu'elles aient choisi la discrétion. La discrétion leur était imposée de toute façon par leur statut. Oui. C'est une génération de femmes qui, la plupart, sont nées bien avant la guerre, quand ce n'est pas celle de 14. Donc, on est vraiment là, je dirais, dans la femme complémentaire. À qui vous pensez quand vous parlez de ces femmes qui on a demandé... Je pense à Yvonne de Gaulle, je pense à Anne-Émone Giscard d'Estaing et Bernadette Chirac qui fait un peu la charnière entre ces deux générations, entre ces générations de femmes qui sont ancrées dans des modèles qui sont ceux du passé, d'une femme qui est complémentaire de l'homme et obéissante. N'oubliez pas quand même que l'article 213 du Code civil, c'est 1938 qu'il est aboli, où la femme n'obéit plus à son mari. Donc toutes ces femmes, elles sont partie prenante de ces représentations de la femme secondaire et complémentaire. Les entourages aussi présidentiels contribuaient à maintenir les premières dames dans une sorte de silence, dans un côté un peu potiche. Et dans le cas de Danielle Mitterrand, les conseillers de François Mitterrand à l'époque la jugeaient complètement incontrôlable et essayaient de la maintenir un petit peu sous le boisseau. Ça, c'est quelque chose qui ressort quand même énormément, notamment dans les paroles de Roland Dumas qu'on entend dans le film, et vous y faisiez référence d'ailleurs. Oui. Ils s'arrachent les cheveux, les conseillers, quand ça rejoint d'ailleurs l'anecdote que vous nous racontiez. Il y a un côté défiltré, en fait, incontrôlable. Ouais, incontrôlable. Et justement, est-ce que ces entourages ont cherché à un moment ou à un autre à les contrôler? En avaient-ils les moyens d'ailleurs? Je pense qu'ils ont cherché, mais en réalité, le lien entre un président et son épouse, ça passe par le président et son épouse aussi. D'autant qu'il l'a toujours protégée. Il l'a toujours protégée. Officiellement, il était toujours d'accord avec elle. Et puis, même s'il disait, elle me donne des coups de poignard dans le dos. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a malgré tout, dans le couple Mitterrand, ce double ménage aussi, quand même, qui est un élément extrêmement important dans la vie de François Mitterrand, dans la vie de Danielle Mitterrand et dans la vie du couple Mitterrand. Vous disiez, François Mitterrand a toujours protégé Danielle Mitterrand. Pour l'affaire des Sahraouis, par exemple, du Maroc, il lui a carrément dit tu me donnes un coup de poignard dans le dos. Reste qu'officiellement, il disait non, c'est très bien ce qu'elle dit. Et il ne la contredisait pas officiellement. Ça pose quand même un problème institutionnel. Ça pose un énorme problème institutionnel, parce que ça veut dire que, d'une certaine manière, la position de la France est aussi à la merci de ces personnes qui ne sont pas élues. Non, c'est une question que je pose. Non, mais ça pourrait, oui. D'autant qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est le président qu'on élit et pas la première dame qui n'a pas de statut véritablement officiel. Même si, elle n'a pas de statut juridique, mais dans la charte qui a été édictée par l'Élysée après l'élection d'Emmanuel Macron, il est stipulé la première dame, contribue à représenter la France à l'étranger
aux côtés de son époux. Oui, mais cette charte, elle n'est valable que pour Brigitte Macron. Que pour Brigitte Macron. Oui, C'est un c'est acte ça, voilà. personnel, Ça c'est sera le fait du difficile. prince. Alors, Elle n'est valable que pour Brigitte Macron. Si Ça, on va avoir une première l'occasion de dame veut revenir sur la tricoter question, pendant- j'allais dire. Pendant 5 ans, elle peut tricoter. Hmm. Ça n'a aucune valeur juridique. Alors, on va avoir l'occasion de reparler justement voilà, de ce que Brigitte Macron a pu instituer. Je voudrais quand même qu'on termine sur cette question comment dire, de la répartition des rôles. On a entendu Gilbert Mitterrand, le réel, l'idéal. Est-ce que tout ça, ça dénote pas une vision, pour employer un mot à la mode, très genrée des rôles, c'est-à-dire à la femme le rêve, la douceur, et puis à l'homme voilà, la brutalité du monde réel? Bah, c'est quand même la réalité du pouvoir politique de ces années-là. Ça changera. Ça n'a pas encore tout à fait changé. Non. Soyons réalistes. Mais pour l'instant, aucune femme n'a été en situation d'être présidente de la République, à part Ségolène Royal. C'est la seule. Fabrice Guignot. En fait, je n'aime pas trop l'expression, pardonnez-moi, de première dame. Je la trouve un peu archaïque, un peu démodée, si je me permets de mettre les Elle est mots en plat. pratique. Parce que je pense qu'on devrait dire Brigitte Macron ou Madame Macron. Ou peut-être, c'est mon impression personnelle, je la trouve un peu dépassée par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la répartition des rôles C'est à l'américaine. masculins et Alors féminins précisément, qui d'ailleurs, évoluent. je voulais vous poser la question plus tard, mais puisqu'on y est, Joël Chevet, non mais elle vient d'où cette expression? Elle vient des États-Unis. Alors, l'expression vient des États-Unis. Elle a été donnée, en fait, en français dans le texte des journalistes américains, à Madame Lebrun. Ah, déjà. Madame Lebrun, donc dernière c'est beaucoup présidente. plus ancien que donc- le roi Libre. oui, oui. Mmh. 1933, Madame Lebrun fait un voyage aux États-Unis sur le Normandie, voyage inaugural, reçu donc par les Roosevelt. Et les Américains ont beaucoup apprécié cette première dame qui était quand même réservée, qui n'était pas comme Eleanor Roosevelt, qui n'était pas très populaire. Donc, ils ont donné ce titre de première dame donc en français. Je fais juste une parenthèse, parce que c'est aussi l'émergence à ce moment-là d'une figure, de la figure par excellence de la première dame, en tout cas à l'époque, La qui est First Lady, Eleanor, voilà. Eleanor Roosevelt aux États-Unis. Alors, Voilà. mais Eleanor Roosevelt, dans un contexte très particulier, puisque son mari est dans un fauteuil roulant, donc elle est ses yeux et ses oreilles, ce qui explique le rôle d'Eleanor Roosevelt. Mais donc à c'est ce à cette moment-là. période-là qu'on commence à parler de première Non, dame en France? On lui a non donné ce titre-là. Le titre, vous ne le retrouvez vraiment dans la presse et de façon coutumière que sous le deuxième mandat de Jacques Chirac. Auparavant, on disait, comme vous avez intitulé votre livre, Madame la Présidente, en fait c'est très archaïque, puisque Madame la Présidente, c'était les présidentes de la Troisième République, et éventuellement voilà. Et pour Madame de Gaulle, par exemple, on disait Madame de Gaulle. On disait Madame On de ne Gaulle. disait pas ouais. Madame la Présidente, on ne Tante disait Yvonne. pas éventuellement la Yvonne. Générale, mais on disait Madame de Gaulle. Pardon, mais On alors, disait aussi Madame voyez la préfète pour l'épouse du préfet à Mais l'époque. Madame la Maréchale pour Madame MacMahon, par exemple. Alors, on va revenir en France et à la Ve République, parce qu'on les connaît bien, et encore, on a beaucoup de choses à apprendre sur elle. Vous évoquiez Yvonne de Gaulle. Qu'est-ce qu'elle faisait de ces journées? Quel était son rôle exactement, Philippe Gouliot? Yvonne de Gaulle, n'oublions pas que c'est la femme d'un militaire. Donc déjà, elle ne cherche pas à être sur le devant de la scène en permanence. Elle avait une discrétion terrible, une fidélité parfaite. Elle s'occupait de sa famille, elle avait ses bonnes œuvres aussi, évidemment. Elle n'était pas particulièrement coquette. On lui prête une phrase que j'aime bien. J'ai deux robes, une sur moi et l'autre sur le fil en train de sécher. Donc, c'était pas. Mais elle avait malgré tout une élégance discrète, un peu surannée. Elle était quand même probablement assez écoutée de son mari, assez dans la douceur. Il en fait mention, le général de Gaulle, dans ses mémoires de son épouse. Il dit sans elle, mémoires, rien de ce voilà. qui a été n'aurait pu être. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est clair, l'hommage. Donc il lui donne un rôle majeur Et dans il lui son donne histoire pas- et donc elle est dans là. l'histoire de Mais France. il ne lui donne pas de rôle. Elle est mariée avec le Elle est là. général de Gaulle, elle Elle a est le là. rôle de l'épouse. Et elle est tout le temps Ces à ses femmes-là ne côtés se dans les définissent- voyages en France et à l'étranger. Et Alors, Elle vous est avez là dit un en mot, permanence. Philippe Gouliot, et là-dessus, je voudrais avoir votre sentiment à tous. Vous avez parlé de ses bonnes œuvres Oui. à Yvonne de Gaulle. Il y a un point commun entre quasiment toutes les premières dames, pardon d'utiliser ce mot, c'est qu'elles s'impliquent dans des actions de solidarité. Ça, Fabrice Guignot, on le retrouve chez toutes. On le retrouve chez toutes, absolument chez toutes. Madame Pompidou, notamment Claude Pompidou, après... Mais en quoi c'est important? il faut bien, à mon avis, trouver un sens
voilà, trouver un sens et une signification à sa nouvelle position, je veux dire pas fonction, mais position. La première dame, c'est un petit peu la part d'empathie du président de la République, qui est un peu, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le réel. Prenez le cas de Brigitte Macron aujourd'hui, elle reçoit à peu près 200 courriers par jour de Français qui s'en remettent à la première dame quand ils ne savent plus vers qui se tourner. Et au fond, elle a décidé de construire ses actions caritatives en fonction des courriers qu'elle reçoit. Donc le rôle de la première dame, c'est un petit peu d'être la part émotionnelle, d'être la part de cœur de l'Élysée. Ah, c'est important ce que vous dites, et d'ailleurs je voudrais je vais vous donner la parole après, mais je voudrais qu'on regarde une archive qui est intéressante parce que ça rejoint ce que vous venez de dire. Valéry Giscard d'Estaing, on connaît le rôle qu'il a donné à Anémone Giscard d'Estaing le 31 décembre 1975. Il l'a fait intervenir dans les vœux, ce qui est une première et ce qui d'ailleurs restera totalement inédit. Une dernière. Oui. Une dernière, voilà. 75 également, même année, Anémone est reçue dans le Nord, vous allez le voir, avec flonflon et petit drapeau, on commente après. Toujours accompagné de M. Segard, ministre du Commerce extérieur, du préfet de région M. Chadeau et du préfet de police M. Kamata, Mme Giscard d'Estaing inaugurait ensuite les Floralies. Floralies qu'elle a longuement visitées en compagnie du maire de Steinvorde, M. Bataille, en compagnie aussi des personnalités et de toute la population qui était invitée à participer à toutes les cérémonies. Madame, votre voyage dans le Nord se termine. Quel bilan en faites-vous ? Bien, ce voyage m'a permis de connaître un petit peu le Nord. Je ne peux pas dire que je connaisse le Nord après y avoir passé 2 jours, mais cela m'a donné une impression sur ce pays qui est très attachant. Et dont la population fait preuve de qualité, de courage, de ténacité au milieu de difficultés économiques que je n'ignore pas. Hier après-midi, à Marc-en-Barœul, Monsieur le Président de la Chambre de commerce nous a demandé de transmettre à M. Giscard d'Estaing une invitation. Il l'a invité à venir en voyage officiel dans le Nord. Vous allez transmettre cette invitation, madame? À votre avis, quelle sera la réponse? Je transmettrai certainement cette invitation, mais je ne peux pas vous donner moi-même la réponse. Même pas un petit espoir? Sûrement un espoir. Ah voilà, on le voit bien, hein, le rôle. C'est drôle. Et puis les limites de ce pouvoir, d'ailleurs. Oui. Enfin, bon, en tout cas, un pouvoir d'influence auprès du président. En et puis, ce pouvoir d'écoute aussi. Elle a quand même entendu ce que les gens lui ont dit et que peut-être il n'aurait pas dit de la même façon au président en exercice. Ça, c'est vrai qu'effectivement, les premières dames font remonter à leur mari ce qu'elles entendent sur le terrain. C'était le cas, par exemple, d'une Bernadette Chirac, qui avait prévenu son mari, avant même l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Elle l'avait vu venir. D'ailleurs, il me semble que Jacques Chirac a dit, après coup, ma femme était l'une des rares à avoir vu venir le fait que Jean-Marie Le Pen serait au second tour. C'est très important, parenthèse, dans la situation que connaît le pays actuellement. Et Brigitte Macron a fait remonter aussi ce qu'elle a vu dans les courriers à son mari. Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui couvait. Après, les présidents de la République font le tri. Ils n'écoutent pas toujours leurs épouses, mais ils les écoutent quand même beaucoup. Je crois que pour Yvonne de Gaulle en particulier, il y a une anecdote qui est quand même intéressante. Quand on pense quand même que c'est Yvonne de Gaulle qui a convaincu son mari que la loi Neuwirth devait être votée, qu'il fallait... Alors, au nom de quoi? La pilule. Tout simplement la bonne chrétienne. Qui condamne les femmes, évidemment, pourtant très croyante, mais qui en même temps estime qu'une pécheresse doit être relevée, et que surtout, et c'est là où elle était féministe, c'est un terme qu'on n'utilise pas pour elle, mais en fin de compte, elle était féministe, sa belle-fille le disait d'ailleurs, parce qu'en fait, elle considérait qu'une femme était aussi responsable qu'un homme. Et elle reprochait par exemple à De Gaulle de gracier les femmes plutôt que les hommes. Peine de mort. Ah oui. Et elle disait, mais pourquoi vous graciez les femmes? C'est une façon de revendiquer la responsabilité féminine. C'est incroyable ce que vous dites, parce que pardon, mais comme mineur. Là, et ça, on l'imagine pas d'Yvonne de Gaulle. Là, on parle du droit de vie ou de mort, et donc de l'influence qu'une femme peut avoir auprès du président sur quelque chose d'aussi grave que la grâce présidentielle. Exactement. Mais c'est un peu comme dans la vie, dans les couples, il y a ça aussi. Donc, mais l'image d'Yvonne de Gaulle, très traditionnelle, très conservatrice, là, se nuance très différemment. Je crois une femme intelligente et qui savait se faire entendre. Fabrice Guignot. Oui, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'incroyable. Je pense que les couples, évidemment, un homme et une femme se parlent le soir ou le matin, et évidemment, elle regardait la télé, elle lisait les journaux, elle s'informait, et ça ne me paraît pas quelque chose de... Je pense que tout depuis le début des présidentielles, comme ça, les femmes ont toujours joué un rôle aussi un peu occulte, secret, comme ça. Stéphane Bern, dans le cadre de notre enquête, nous a dit elle est la dernière personne qui lui parle le soir. Et tous les soirs, à propos de Brigitte Macron, donc, Brigitte Macron débriefe avec son mari ce qu'elle a entendu dans sa journée. Cela dit, je voudrais juste revenir sur cette archive qu'on vient de voir. On se rend bien compte quand même que finalement, elle n'a
qui a assez peu de pouvoir, elle dit, voilà, je suis là pour donner de l'espoir. Bon, c'est déjà... Ce sont les Florali, en plus. Ouais. Florali, et puis on voit qu'elle cherche ses mots, ça a quand même un peu... Ça a un peu évolué, évolué. vous diriez, oui, ça Oui, s'est ça professionnalisé, Elle ça, on y manque beaucoup reviendra. d'autonomie. Ouais, ouais. Je dirais qu'elle en a Ouais. beaucoup moins même que les précédentes. Vous diriez Elle a qu'elle a des moins... marges de manœuvre Ouais. aujourd'hui qui sont moindres. Et on a parlé de Daniel Mitterrand. Imaginez Brigitte Macron proférant des critiques. Alors, elle a fait des critiques du gouvernement, mais quand c'était en Légère. cohabitation. Oui. Hein. Elle ne critiquait jamais son mari et le gouvernement quand il était socialiste. C'était en période de cohabitation. Hein. Mais Brigitte Macron ne pourrait absolument pas avoir cette liberté de parole aujourd'hui. D'ailleurs, Mais c'est impossible, une visite surtout. comme celle qu'on vient de voir, elle en fait, des Brigitte Macron, Oui, comme mais elle fait ça, en sorte- sur alors, le elle- terrain. elle fait beaucoup de déplacements de terrain, mais on apprend ces déplacements de terrain qu'un mois après. Voilà. Parce que son agenda Son n'est agenda n'est est diffusé publié. qu'a posteriori. Et en fait, elle n'embarque pas de caméra et elle n'embarque pas de presse, ou alors très rarement. C'est extrêmement maîtrisé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les conseillers en communication du président ne veulent pas qu'elle puisse interférer Voilà. sur la politique du président. Donc ça, c'est très compliqué. C'est pour très elle. Elle important est là ce sur que vous une nous ligne dites, de parce que ça crête. veut dire que maintenant c'est théorisé. Hein, la place de la Première Dame entre dans les stratégies de communication et de manière beaucoup plus... Elle ne doit pas venir percuter la communication Voilà. du président de la Elle est dans République. un temps Vous remarquerez différent. qu'à chaque fois que Brigitte Macron s'exprime ou fait une sortie, c'est parce qu'il y a un creux dans l'agenda de son mari. Donc ça ne doit surtout pas se télescoper. Je pense qu'il y a eu la hantise du cas Trierweiler. à fait. Je pense. Trierweiler, ouais. Je ne sais pas si on peut en parler, mais Trierweiler. Si, si, ça, c'est- ouais, parce que... électron incontrôlable un petit Ouais. peu. Alors, incontrôlable. Électron Je libre, crois pardon, que libre. Valérie Trierweiler appartient là pour le coup à une nouvelle génération de femmes qui ont travaillé, qui avaient un métier donc de journaliste et qui a cru, je pense qu'il y a une grosse erreur de sa part qui peut nous étonner. Elle a cru que c'était fait, quoi. Que ça y est, une femme de président allait pouvoir s'exprimer. Et vous remarquerez qu'elle prend toujours des modèles américains. Valérie Trierweiler. Elle se réfère à Hillary Clinton, elle se réfère à Eleanor Roosevelt, ce qui n'est pas notre modèle. Et c'est ça où, sans le historiquement, respecter, si vous d'ailleurs, parce que voulez... les premières dames aux États-Unis n'ont plus le droit de travailler. Elles doivent arrêter de travailler. Alors, on Elles va... souhaitaient continuer. Et Ouais, surtout, je elles n'ont pas voudrais plus quand même de statut qu'on que la continue de nôtre. parler de cette importance que les Premières Dames ont dans l'opinion, notamment dans les stratégies de communication. Peut-être d'ailleurs, là je m'adresse vraiment aux journalistes de Marie-Claire, journalistiquement, elles font vendre les Premières Dames, elles représentent auprès du lectorat de Marie-Claire, elles représentent quelque chose d'important? Je vous répondrai que ça dépend des cas de figure. Il est certain que Brigitte Macron nous intrigue beaucoup, nous intéresse beaucoup. Parce que je pense qu'elle a construit, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'elle a quand même, on répondrait après, construit la carrière, beaucoup aidé à la construction de la carrière de son mari. Vous diriez en ce sens que c'est un cas particulier? Et aussi, alors ce qui intéresse un magazine comme Marie-Claire, c'est la différence d'âge qui est géniale, parce que quand même, c'est un exemple à donner aux femmes, montrer qu'on peut tout à fait aimer un homme beaucoup plus jeune et que ça n'empêche aucunement de continuer à s'aimer, de vivre ensemble et de construire quelque chose de fort ensemble. Philippe Gouliot, la personnalité de l'épouse ou de la compagne du président, ça pèse dans l'électorat? Oui, je pense que ça pèse. Le fait est que pour l'instant, aucun président n'a été élu sans s'être présenté accompagné par sa compagne. Aucun. François Hollande n'était pas marié avec Valérie Trierweiler, mais il s'est présenté d'une certaine manière en tandem, même si ensuite ils se sont séparés. Nicolas Sarkozy avec Cécilia Sarkozy, là aussi ils se sont séparés. Mais enfin, aucun ne s'est lancé tout seul à l'assaut de la présidence de la République. Alors pour plein de raisons, sans doute, parce que ça rassure l'électorat, parce que c'est aussi extrêmement dur de se présenter devant les électeurs faire une campagne qui peut durer 6 mois, 1 an, d'être comme ça à poil devant tous les Français. C'est dur, c'est une épreuve physique, c'est une épreuve morale, et quand on a une femme pour la partager, c'est toujours plus simple. Et elle élargit ça aussi. fait peser, vous le dites, quelque chose sur la vie privée. Absolument. Elle pourrait s'abstenir de ce rôle. Elle pourrait décider de ne pas... C'est ce que tentait de faire Cécilia Sarkozy. Ouais, mais non, justement, précisément, ça a posé un Tenter. problème. Absolument. Ouais.
Brigitte Macron dit souvent dans quoi il m'a foutu. Elle dit, Elle le dit comme ça, elle oui. dit, on a cherché les emmerdes. Mais il y a eu 2 fois, je reviens sur votre question précédente, 2 fois, je dirais 2 présidents qui se sont servis de leur épouse quasiment en faisant du marketing électoral. Oui. Jacques Chirac, pour sa 2e élection, il faut se souvenir quand même que 6 mois avant sa réélection, sort le livre Conversation de Bernadette Chirac, qui est un best-seller absolu. Et en fait, on l'a considérée dans le premier mandat de son mari comme une ringarde. Elle était surnommée la tortue, on disait qu'elle était lente. Mais elle a servi vraiment d'instrument de marketing électoral. Et qu'a fait Emmanuel Macron pendant sa campagne? Il a mis son couple en avant, il l'a marketé pour toucher les Français au cœur. Il s'est servi de la différence d'âge avec sa femme et de façon complètement assumée, avec toutes les unes qu'ils ont pu faire de Paris Match. Par exemple, un proche du couple Macron m'a raconté comment, pendant la campagne, au moment où dans les sondages, il voyait que son image était un peu trop hautaine, arrogante, un petit peu trop techno, il faisait une sortie avec son épouse, il l'enlaçait, il était à côté d'elle et il disait, c'est considéré, vous avez vu, on vous a fait des belles images. Avec son assentiment à elle? Tout à fait. Elle était... Parce que, c'est peut-être la première épouse d'un président de la République qui a autant contribué à son élection. Depuis qu'elle le connaît, elle est sa répétitrice, elle est sa conseillère spéciale, elle est vraiment celle qui lui fait remonter ce qu'elle sent sur le terrain, c'est son sparring partner. En fait, il a besoin d'elle en permanence pour échanger, ils font du ping-pong intellectuel en permanence. Et un de leurs très proches nous a dit, elle l'a fait, sans elle, il ne serait certainement pas président de la République. Philippe Gouliot, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, Jacques Chirac aussi, c'est quand même une ascension en couple et en famille aussi. Parce qu'elle a été là dans les moments de réussite, mais dans les moments d'échec aussi. Dans les moments d'échec. Et elle l'a accompagné aussi, notamment quand il était maire de Paris, où elle voyait beaucoup de gens, et des gens que lui ne voyait pas forcément, un milieu qu'il ne fréquentait pas. Donc là encore, elle élargissait. Et puis après, donc au début, comme l'a dit fort justement Nathalie, au début du premier mandat, elle était marginalisée parce que Claude Chirac et le conseiller en communication Jacques Pilan trouvaient qu'elle faisait un peu vieillotte, qu'elle avait une image désuète alors qu'on voulait donner de Chirac une image plus progressiste. Et puis ensuite, Jacques Chirac s'est rendu compte que sa femme, qui séduisait un électorat plus traditionnel, eh bien c'était très appréciable de l'avoir à ses côtés pour précisément séduire cet électorat. Toujours la complémentarité. Toujours la complémentarité. Oui. Son entourage d'ailleurs avait beaucoup insisté. Non, je revenais sur Brigitte Macron qui m'intrigue beaucoup. Je me demande si les Français, d'une certaine façon, en tout cas une partie des Français, n'ont pas élu pour la première fois un couple. Élu un... Vous allez peut-être un peu loin là, non? Non, je pense qu'elle contrebalançait beaucoup le côté arrogant techno dont vous parliez. Et le côté jeune aussi. Et le côté trop lisse et trop parfait. Parce que... Jeune, un peu arrogant d'Emmanuel Macron. Je dirais qu'il y a un aspect très fusionnel de ce couple qui sûrement a séduit. Et on dit toujours, bon, une première dame sans l'appui de son mari, c'est dur. En fait, elle est là, de transgression. Elle l'a totalement. Oui, alors, et parfois, pardon, mais ça va aussi à l'encontre. Elle a totalement cet appui, mais je dirais qu'actuellement, ça se retourne plutôt contre elle. Tout à fait. Parce qu'elle a tellement peur de nuire à son mari. En faisant, on la voit très bien dans les déplacements publics. Vous avez vu sa gestuelle, elle regarde ses pieds, que rien ne dépasse, qu'elle soit exactement à l'endroit où le protocole l'a bien posé, si j'ose dire. Et donc, ce côté fusionnel qui est un atout pour eux, incontestable, se retourne d'une certaine façon contre eux, parce que du coup, ça en fait un couple très fragile. Et puis, alors, Danielle Mitterrand, c'était un électron libre, comme on disait tout à l'heure. Et elle est consciente aussi qu'elle peut, non seulement elle peut être un atout, mais aussi elle peut présenter des problèmes. Parce que, par exemple, on l'a vu avec l'affaire de la porcelaine, qui est peut-être très anecdotique, mais qui remonte quand même aussi. Et dans ces affaires-là, la femme est toujours le l'achat de la porcelaine de l'Élysée, c'est à elle qu'on a fait le reproche. Quand on veut attaquer le président, on attaque la femme. Ça n'est absolument pas elle qui a pris la décision de changer la vaisselle de l'Élysée. Elle a été choquée, c'est vrai, quand elle est arrivée à l'Élysée, qu'elle a vu qu'il y avait des services en porcelaine qui étaient ébréchés, avec des liserés en or qui partaient, etc. Elle s'est dit, c'est pas possible. Mais c'est les services de l'intendance de l'Élysée qui soumettent cette décision au président de la République, qui la tamponne. Mais on l'a accusée, pourquoi? Parce que dans la charte, il est dit qu'elle est la maîtresse de cérémonie. C'est elle qui veille à l'organisation des réceptions. La femme, c'est elle qui va mettre la ménagère de la République qui est accusée de faire danser. La ménagère de la République. Mais oui, c'est ce qu'on disait sous la Troisième République. On disait ça sous la Troisième République. La ménagère de la République. Le syndrome Marie-Antoinette. Fabrice Guéniot, attendez, pas tous en même temps. Fabrice Guéniot. Il y a toujours le syndrome Marie-Antoinette qui guette un peu injustement les premières dames, c'est ça que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Mais même le rôle est hérité de la monarchie. Mais regardez le débat qu'il y a eu sur la rénovation de la salle des fêtes de l'Élysée. C'est exactement la même chose. C'est Emmanuel Macron qui l'a tamponné, c'est sa femme qui est accusée. Alors attendez, on va faire un petit point sur cette fameuse charte que vous évoquez depuis tout à l'heure, parce que justement, quelle est la répartition des rôles aujourd'hui et quel est, pour reposer la question clairement, le pouvoir
institutionnel, même s'il n'est limité qu'à ce mandat. J'ai bien compris que cette charte, elle n'était que pour le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais le pouvoir réel de Brigitte Macron. Alors, il y a le pouvoir officiel, c'est-à-dire la charte, qui a été édictée donc en août 2017, en plein cœur de l'été, par un simple communiqué, donc ce qui n'a absolument aucune valeur juridique, contrairement, il faut le rappeler, à la promesse d'Emmanuel Macron, qui avait promis de mettre fin à une hypocrisie. Ça n'est pas du tout le cas. Qui dit quoi, cette charte? Qu'elle représente la France à l'étranger, qu'elle s'occupe des cérémonialisés, qu'elle est tenue de répondre aux courriers des Français et qu'elle assure une fonction caritative. Son pouvoir officieux est beaucoup plus grand que ça, puisqu'en fait, son mari va la consulter régulièrement lors des remaniements. Elle va lui donner son avis sur les membres du gouvernement qu'elle trouve un petit peu fatigués. Elle a pu choisir certains ministres, souffler leur nom à l'oreille de son mari, par exemple Jean-Michel Blanquer, Sophie Cluzel, récemment Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Donc elle a un pouvoir beaucoup plus important, officieux, qu'officiel. Ça veut dire qu'il y a un phénomène de cour. C'est un pouvoir. Ouais, On mais ne peut pas parler en termes de tout pouvoir. simplement, C'est un vrai pouvoir. Oui, c'est un vrai pouvoir, si vous voulez, mais qui reste arbitrages dans la sphère du couple. Alors lui l'écoute et après éventuellement la suit, mais c'est une influence. C'est pas en termes de pouvoir constitutionnellement. Elle peut faire changer les arbitrages gouvernementaux. Arrêtez-moi si je me trompe, mais elle est censée rendre des comptes aussi, je crois, au titre de cette charte. Rendre compte de son bilan. Non, la Cour des comptes peut vérifier. vérifier. C'est très compliqué. Alors, financièrement, ça dépend si votre question est financière ou dans la charte, il est dit qu'elle rendra régulièrement compte de son action. Elle l'a fait ou pas? Caritative, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle ne l'a jamais fait. D'accord. Et pourquoi? Tout simplement parce que voilà, on a tous oublié, c'est ça? Je pense que l'actualité politique ne l'a pas permis. Attention, pas tous en même temps. Au départ, Brigitte Macron avait l'intention d'être plus présente sur le secteur caritatif. En fait, elle s'est aperçue que ça venait percuter la communication de son mari. Et les conseillers en communication de son mari lui ont bien fait comprendre qu'il fallait qu'elle ne soit pas trop présente, y compris dans la séquence Gilets jaunes. Donc pour elle, c'est très compliqué d'exister, raison pour laquelle on la voit relativement peu. Philippe Gouliot. Justement, la séquence Gilets jaunes est intéressante de ce point de vue-là parce que elle est quand même extrêmement attaquée par les Gilets jaunes. Il y a des phrases affreuses qui ont été prononcées, des slogans épouvantables, des images. Enfin, je trouve que c'est très dur. Donc, on peut comprendre aussi qu'elle ait voulu, à ce moment-là, peut-être se protéger et, partant, protéger son... C'est une première qu'on s'en prenne comme ça, à la femme du président, ou c'est arrivé par le passé? Oh, non, il y a eu quand même, il y a quand même eu souvent, on les a quand même souvent critiquées. Elles sont... Les premières dames de la Troisième République. Oui, quand même, on les a... Fabrice Guignot, puis ensuite... Je vais vous dire mon sentiment net. C'est profondément ignoble, la façon dont elle est parfois traitée en tant que journaliste dans un magazine féminin dans lequel on réfléchit tous les mois à ce genre de sujet. J'ai lu des choses en passant par hasard après un samedi soir, un slogan épouvantable à côté de la Concorde, rue du Mont-Tabor, qui m'a vraiment et ça, c'est assez inédit pour le coup, parce que c'est pas une misogynie qui remonte. Voilà, il y a un fond archaïque qui est là très présent. Et Marie-Antoinette, on fait bien de la citer, où là, il y a eu des pamphlets d'une violence inouïe. Mais on est dans ce genre de choses. Alors, on est dans ce genre de choses. Pour ce qui est, en effet, de Mme Macron, mais tout au long de l'histoire de la République, et en particulier sous la Troisième République, même sous la Quatrième, Mme Coty, mais alors c'était sur un mode beaucoup plus drôle et critique. On critiquait son physique, parce que, bon, voilà, elle était ronde, elle disait je ne suis pas une vampe. Donc on se moquait d'elle et il a fallu en effet intervenir auprès de la presse pour que ce discrédit cesse. Donc ça n'est pas complètement nouveau. Toutes les premières dames ont subi, en particulier sous la Troisième République, des attaques extrêmement violentes qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui et qui rejoignent ce qu'on voit actuellement, attaquer sur leur physique, sur leurs origines. Donc voilà, c'est pas nouveau. Je voudrais que dans les quelques minutes qui nous restent, on jette un regard à ce qui se passe en dehors de nos frontières. Parce qu'on a une vision quand même très française. Vous le soulignez tout à l'heure. Si on a ce débat depuis tout à l'heure, c'est aussi parce qu'aucune femme n'a jamais accédé à la présidence de la République. En Allemagne, des femmes ont eu les fonctions suprêmes, enfin notamment Angela Merkel, ça fait 14 ans qu'elle est au pouvoir. Son époux, il est finalement très très peu connu des Allemands. Fabrice Guignot. Monsieur Sauer, oui, qui est un éminent professeur de chimie et de physique, mais au niveau quantique, un très, très grand universitaire, n'a jamais voulu se mêler de... Et alors lui, pas de rôle officiel. Pas de rôle. Il a quand même présidé un jour une rencontre des conjoints en marge d'un sommet en Allemagne, auquel était allé... Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Mais c'est tout, c'était rien.
C'est que Mme Merkel n'est pas présidente de la République. Oui, mais c'est Il y a vrai. un président de la République en Allemagne, avec une épouse de président qui joue exactement le même rôle que Mme Macron. Il y en a une en particulier, Daniel Schacht, qui était journaliste et qui a été critiquée comme l'a été Valérie Trierweiler. Donc il ne faut pas vouloir... Il n'y a pas de c'est notre parallèle, modèle. effectivement. Ouais. Nous sommes en France avec des traditions, des usages, hérités de la monarchie, hérités de la République, et qu'on ne peut pas comparer ni au modèle américain, qui n'est pas du tout le nôtre, ni au modèle allemand. Donc là, je fais cette petite réserve. Mais il est quand même Nathalie considéré Oui. à l'étranger comme le premier monsieur, mais comme on l'a dit, il est plutôt méconnu. Enfin, en Allemagne, on l'appelle le fantôme de l'opéra. C'est son Voilà, slogan. c'est ça. Et il est méconnu aussi un peu en France. Je vous livre une anecdote qui est assez drôle. En 2008, Nicolas Sarkozy se rend à Aix-la-Chapelle où doit être remis le prix Charlemagne à Angela Merkel. L'ancien président fait un discours et il dit « Ah, vous devez faire de votre femme Monsieur Merkel Oui, Ah tout oui. le monde Sauf que l'appelle c'est Monsieur la gaffe. Merkel. Sauf que c'est le nom du premier Ouais, républicain. ouais. Et d'ailleurs, mais c'est très intéressant parce que vous dites premier monsieur. En faisant, pour finir, un tout petit peu de politique fiction, qu'est-ce qui se passe, selon vous, le jour où une présidente de la République est élue, elle a un compagnon ou un mari, quel rôle on lui donne? C'est Je lui pense qui- qu'on essaiera de lui donner le même rôle C'est ça. qu'actuellement. Je pense qu'il y a déjà Je des pense. exemples. Par parallélisme des Au Luxembourg. formes. Parallélisme et par ce souci de complémentarité. Au Luxembourg, par exemple, le Premier ministre du Luxembourg Ce sont deux a, hommes. là, pour le coup, un époux, puisque ce sont deux hommes, et il joue première dame quand il est dans les réunions officielles. Donc dans le même type Mais de... en même conjoint. temps, il a une profession. Il est architecte et continue sa profession d'architecte. Et dans les sorties donc officielles, eh ben, il rejoint les conjoints et il suit le programme des premières dames. Donc pourquoi pas en France? Enfin, on n'est pas spécialement. ça aurait peut-être un jour une présidente avec sa compagne et un président avec son compagnon aussi. Alors ça, on peut... Commençons par avoir une présidente, ça serait déjà bien. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Je vais renvoyer à quelques ouvrages. Madame la Présidente, c'est chez Plomb, hein, signé donc Nathalie Chuck avec Ava Jamshidi. Les photos insolites des présidents de la Ve République que vous co-signez, Philippe Gouliot, avec Caroline Pigozzi. C'est édité chez Grund et chez Plomb. L'Élysée au féminin de la Seconde République à la Ve République, signé donc Joël Chevet, c'est aux éditions du Rocher. Puis alors évidemment, je renvoie à Marie-Claire, qui est partenaire de cette émission. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel et le magazine Marie-Claire, vous a présenté Un monde en doc.